Jean Corcos pour Voix Plurielle. Bonjour amis auditeurs de Voix Plurielle. Bonjour Richard Prasquier. Bonjour Jean Corcos. Alors c'est un grand plaisir de retrouver mon invité à l'occasion de cette interview, car nous nous connaissons depuis près de... Comme nous nous tutoyons dans la vraie vie, je vais le faire aussi pour cet enregistrement. Richard, je pense que tout le monde te connaît dans la communauté juive et largement au-delà, puisque tu as brillamment présidé le CRIF entre 2007 et 2013. Et c'est là que tu m'avais appelé à tes côtés pour animer une commission. Le sujet dont nous allons parler concerne tous les auditeurs possibles, puisqu'il s'agit de l'épidémie du Covid-19 que toute la planète subit depuis l'hiver 2020. Or, j'ai pensé que tu étais particulièrement bien qualifié pour en parler dans toutes ses dimensions. Tu n'es pas infectiologue ou épidémiologiste, mais médecin cardiologue. Donc, tu peux apporter un regard médical sur ce désastre. Et au-delà de ton engagement juif et des responsabilités qui ont été les tiennes, tu as une vision humaniste sur les affaires de la société, une grande curiosité intellectuelle et une vaste culture sur les affaires du monde. Bref, je pense que nous aurons beaucoup à échanger sur ce sujet. Alors, je me suis rapporté à ce que tu avais écrit dans différents médias et je vais commencer par un long article publié dans Slate en avril 2020 où tu avais traité avec beaucoup de minutie et d'équilibre du traitement par l'hydroxychloroquine, présenté par le professeur Raoult et ses supporters, comme un remède miracle. Au-delà du fait que tous les essais randomisés ont démontré depuis que c'était une fausse piste, que penses-tu du fait que l'on ait eu tant de médecins et au-delà tant de personnalités publiques à soutenir mordicus ce traitement, et cela même jusqu'à aujourd'hui? Oui, c'est une vraie question et je suppose que dans l'avenir, des livres seront écrits là-dessus, sur ce que certains ont appelé une folie française. Lorsque j'ai écrit mon article dans Slate dont tu parles, en avril, c'était il y a maintenant 14 mois, et c'était à une époque où il paraissait tout à fait logique, et il est tout à fait logique que l'on pense à un médicament comme l'hydroxychloroquine pour être actif sur une atteinte virale comme le Covid, étant donné certaines des propriétés de l'hydroxychloroquine in vitro, je précise bien in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, sur des infections virales. Donc, ça faisait du sens que ce traitement soit discuté, analysé, alors que nous étions en pleine panique et que l'on essayait de trouver une solution à cette épidémie terrible. Donc, j'avais conclu cet article en disant que malheureusement, quelle que soit la logique de l'hydroxychloroquine, quelle que soit d'ailleurs l'innocuité de l'hydroxychloroquine, parce que c'est un médicament que l'on connaît depuis très longtemps pour la prévention du paludisme, c'est un médicament qui est prescrit actuellement de façon très large dans les maladies rhumatismales inflammatoires, et c'est un médicament qui est bien supporté, et c'est un médicament qui est facile à obtenir, donc tout cela était logique, mais quelle que soit la logique interne du traitement par l'hydroxychloroquine, les études qui avaient été présentées par le professeur Raoult à cette époque, et telles qu'elles étaient parues notamment dans les journaux dont il est le directeur et qui proviennent de son institut à Marseille, eh bien ces études n'étaient pas probantes. Et j'étais même très surpris de voir la très faible qualité de ces études, avec des patients qui disparaissaient de l'étude, tout un tas d'éléments qui ne correspondaient pas, et le fait qu'il n'y avait pas de population témoin. Or, on ne peut pas faire une étude qui tienne sur le plan épidémiologique s'il n'y a pas ces éléments.
je ne comprenais pas pourquoi il avait fait des études, des publications d'une aussi mauvaise qualité. Qualité, oui, tout à fait. Et alors, la suite, pendant toute cette année, bon, tout le monde la connaît. On se rappelle encore l'arrivée du président de la République à Marseille, sa conversation avec le professeur Raoult. Enfin, pour faire pour résumer très vite cette affaire très complexe, les études qui ont été faites ultérieurement ont malheureusement montré que l'hydroxychloroquine n'avait pas, contrairement à ce qu'on espérait, d'action ni curative ni préventive sur le Covid. Un certain nombre d'études qui ont été publiées d'ailleurs dans la littérature, et c'est là où les choses se compliquent, et notamment une étude qui avait été publiée dans le Lancet a été et qui avait conclu à l'inefficacité de l'hydroxychloroquine, était elle-même une étude avec des données qui étaient fausses. Mais le fait est là, et le consensus des experts est absolument... Il existe, non, il est tout à fait... Il y a d'ailleurs sur un infectiologue dont j'ai oublié le nom, qui travaille également qui travaille, je crois, à Montpellier, et qui est un spécialiste et qui a démonté de façon extrêmement précise toutes les données de l'hydroxychloroquine, et qui a confirmé que malheureusement l'hydroxychloroquine, ça ne fonctionnait pas. En effet. Alors, la question est de savoir pourquoi il y a eu cette espèce de folie. Qui n'est pas d'ailleurs, qui n'est pas éteinte, Tout à fait. Alors, il y a la lancée, on voulait tellement croire à quelque chose, c'est un des éléments fondamentaux. Quand on veut croire à quelque chose, on a du mal à se défaire de cet espoir. Il y a aussi peut-être l'appétence pour les médias de certaines personnes, y compris de certains professionnels. Il y a aussi ce qui ne compte pas, à mon avis, et ce qui ne compte pas sur le plan scientifique, mais ce qui compte sur le plan médiatique, c'est-à-dire la prise de position de certaines personnes qui n'ont aucune compétence. Aucune compétence, tout à fait. Et lorsque l'on voit que Douste Blazy indique que l'hydroxychloroquine est certainement efficace, Douste Blazy, il est médecin, mais il a travaillé il y a longtemps sur le cholestérol, il n'a aucune compétence sur le sujet, et je ne vois pas pourquoi il s'est permis de donner une opinion. Et ainsi, Richard, un certain nombre d'autres politiques. C'est un sujet passionnant, Richard, mais on va peut-être avancer un peu, parce que tu sais que j'ai pas mal de questions encore à te poser. On pourra pas être... Je voudrais simplement résumer une chose. Jean, excuse-moi de te couper la parole. Voilà. Mais il y a là un élément qui fait vraiment partie, je pense, qui sera étudié, parce que c'est un élément de psychologie de l'emprise. Il y a une véritable emprise qui a été exercée par une personnalité très particulière, très forte, mégalomaniaque et narcissique, et qui a autour d'elle constitué un groupe que l'on ne peut que qualifier de secte d'une certaine façon. Et ce type de comportement, il ressemble à d'autres types de comportements et à d'autres types de comportements sectaires en dehors même du milieu de la virologie. Médical, tout à fait. Alors, parlons d'une manière plus générale de la gestion de l'épidémie en France. Tu sais qu'en termes de bilan, on compare ce que nous avons fait par rapport aux autres en considérant la mortalité par million d'habitants. Alors, les chiffres existent, mais j'ai envie de dire attention, parce que de grands pays ont certainement minimisé les excès les décès dus au Covid. Il suffit de considérer le différentiel entre l'excès de mortalité et les chiffres officiels donnés pour les décès de cette épidémie. Et là, on réalise qui ment dans des grandes largeurs. Alors, ce travail
a été fait, par exemple, concernant la Russie, concernant le Brésil, concernant l'Iran, probablement la Chine, et maintenant surtout pour l'Inde, qui n'est pas du tout sortie de l'épidémie actuellement. Et d'ailleurs, l'OMS estime que l'on a eu probablement plus de 2 fois plus de morts que ce qui est recensé actuellement, c'est-à-dire on approche des 3,5 millions. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'un jour on connaîtra finalement les vrais bilans par pays? Non, je crois qu'on ne connaîtra jamais les vrais bilans. D'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie avoir les vrais bilans, puisque un certain nombre de personnes, et notamment de personnes âgées, sont mortes dans des conditions où parfois il est difficile de savoir si c'est le Covid ou si c'est autre chose, si c'est la pathologie sous-jacente qui en était responsable. Bon, cela étant, ce que tu dis est tout à fait vrai. Il y a des pays qui ont disons, plus menti que d'autres, parfois pour des raisons purement politiques, parce qu'il fallait montrer que tout était sous contrôle. Et là, on voit très bien les pays autocratiques où ça s'est produit. Parfois, tout simplement parce que les systèmes d'identification de causes de mortalité étaient complètement déficients. Parfois, il y a l'exemple d'ailleurs du Pérou, tout récent, puisque le Pérou a reconnu que son système de classification des causes de mortalité était totalement absurde en matière de Covid, puisque pour que l'on soit qualifié de mort à cause du Covid, il fallait qu'il y ait une preuve virologique que l'on était atteint du Covid. Donc, cette preuve existant très rarement, lorsque les rectifications ont été faites, le Pérou s'est retrouvé avec 3 fois plus de morts du Covid qu'il n'y en avait auparavant, et c'est le pays officiellement où la mortalité par taux par population est la plus élevée aujourd'hui. C'est certainement la sous-évaluation, et existe certainement dans un pays comme la Russie, où l'on sait qu'aujourd'hui la situation n'est pas du tout sous contrôle, que la vaccination patine, et très certainement dans un pays comme l'Iran, probablement la Turquie. Quant à la Chine, je crois que personne n'en connaît rien. Bien entendu, le fait est que l'OMS, je crois, en est à 3 700 000, oui, il y a peut-être pas loin de 10 millions de personnes qui sont mortes quand ça va. Alors, pour les bilans, hein, je pense surtout à toutes ces comparaisons qu'on a fait un peu, tu as certainement entendu, de commentateurs politiques disant qu'en France, on avait été les plus nuls par rapport à d'autres pays, etc. Le problème aussi, c'est de ne pas comparer des carottes et des navets. Je m'explique. L'âge moyen de la population a joué contre l'Europe. Par rapport à beaucoup de pays en voie de développement où il y a beaucoup plus de jeunes et qui étaient moins atteints. Mais il y a aussi un autre élément, c'est la facilité ou pas d'isoler des... Dans un éditorial que tu as lu le 7 avril sur Radio J, tu citais comme exemple Taïwan, la Nouvelle-Zélande ou Singapour. Mais alors, d'un côté, ils avaient une certaine expérience des épidémies, ils ont un niveau de civisme que manifestement nous n'avons pas, mais surtout, ce sont des îles. Et ça, c'est contrairement à la France qui est entourée de frontières terrestres. Qu'est-ce que tu en penses? C'est certain que ce facteur-là intervient grandement. Il y a des pays que l'on peut boucler de façon beaucoup plus simple que d'autres. Et voilà. Les îles sont dans ce cas. Et puis, ce sont aussi des pays qui ont d'emblée choisi un bouclage très strict. Extrêmement strict. Et ce bouclage extrêmement strict est certainement un élément majeur dans la très bonne position de ces pays sur l'épidémie du Covid. S'il y a un élément qui paraît certain, c'est que le bouclage approximatif, c'est-à-dire que le pays est fermé, mais quand même on va laisser, etc., ça ne fonctionne pas. Je pense en France, lorsque les premiers
les premiers Français ont été ramenés de Wuhan, c'est l'armée qui est allée les chercher, et ils ont été immédiatement mis en isolement lorsque l'épidémie a commencé. Les Français qui étaient à Wuhan ont été mis en isolement, mais les militaires qui les ont ramenés, eux, n'ont pas été mis en isolement. Or, ils avaient été évidemment au contact, et il y a eu un cluster qui s'est formé pas loin de leur base. Alors, c'est clair que d'une part, les pays d'Asie du Sud-Est avaient déjà eu la pratique avaient déjà vu passer des épidémies, et notamment des épidémies à coronavirus, hein, le SARS-CoV-1, il y a une vingtaine d'années, et donc ils avaient déjà ça en mémoire. Ils étaient habitués ils ont d'ailleurs une distanciation sociale qu'il n'y a pas chez nous. Ils sont habitués à mettre des masques. Et puis il y a dans ces pays un respect des règles. Que le pays soit très autoritaire, extraordinairement autoritaire, comme la Chine, parce que ce qu'a fait la Chine à Wuhan, c'était quand même quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer dans un pays démocratique fermé de cette façon. Une ville de 8 millions d'habitants, c'est juste hallucinant pour nous. Et c'était probablement la seule façon de faire. Mais même quand il n'y a pas un régime dictatorial comme cela, il y a un respect des règles que malheureusement on ne voit pas toujours chez nous. Et puis il y a la faute à pas de chance, parce que dans cette épidémie, le rôle de ce qu'on appelle des événements de supercontamination, peut-être des supercontaminateurs d'une part, mais aussi des événements de supercontamination, a été très très important. Et l'apparition de ces événements, les événements de supercontamination sont souvent prévisibles, les supercontaminateurs ne le sont pas. On a notamment cet exemple en Corée du Sud d'une femme qui a pratiquement infecté une quarantaine de personnes à elle seule, et qui a été finalement le foyer essentiel de la maladie dans ce pays. Et ça, c'est imprévisible, et on connaît très très mal, encore à l'heure actuelle, les mécaniques de contamination. Le mécanisme de ces supercontaminations. On sait qu'un certain nombre de ces supercontaminateurs sont malades, mais un certain nombre de ces supercontaminateurs ne sont même pas malades. Et il y a encore un autre élément sur lequel il faut revenir, et que nous n'avons pas eu en France, c'est le pistage inverse, c'est-à-dire le pistage en amont. C'est-à-dire que quand quelqu'un tombe malade, on essaye de savoir qui il a vu les jours précédents, et on va voir toutes les personnes qu'il a rencontrées. Cette forme de tracking n'a pas été effectuée en France pour des raisons de privauté, pour des raisons de liberté, etc. Elle l'a été dans les pays d'Asie du Sud-Est, et en Australie, en Nouvelle-Zélande, et c'est un élément extrêmement important du bon résultat qu'ont eu ces pays. Maintenant, il suffit de très peu de choses. Il suffit d'un supercontaminateur qui arrive, et puis ça démarre. Il y a une étude, le journaliste du Monde, Marc Gozlan, a décrit avec une grande précision comment le variant indien s'est introduit récemment au Brésil. Donc on voit l'arrivée d'un bateau, les marins sur ce bateau, dont un certain nombre, dont l'un est malade, mais dont un certain nombre sont contaminés, et à partir de là démarre ça suffit. Alors, Richard Pasquier,
On va parler maintenant d'Israël face à l'épidémie et quelque part on peut rapprocher quand même le cas d'Israël des îles hein, dont on parlait aussi, c'est-à-dire que il y a pratiquement aucun flux hein, avec tous les pays voisins et il suffisait de contrôler l'aéroport international pour éviter, comme tu dis, l'arrivée de super contaminateurs ou de nouveaux variants, etc. Dans un article publié le 23 février dernier sur Actualité juive, tu rends hommage à sa mise en œuvre magistrale de la vaccination, hein, qui contraste avec les retards chez nous pendant les premiers mois. Tu rappelles la commande faite dès l'été à Pfizer par Netanyahou lui-même, alors qu'il s'agissait d'un vaccin à ARN messager tout à fait nouveau. Et tu as aussi le courage d'écrire, je te cite, « Le déni d'une partie du monde haredi, c'est-à-dire les ultra-orthodoxes, explique en grande partie la mortalité élevée contre laquelle la vaccination ne peut encore rien. » Alors, depuis plusieurs mois, ont passé, depuis donc ton article hein, du mois de février, et il semble que la population israélienne ait atteint l'immunité de groupe. Pourtant, on estime quand même qu'il y a des centaines de milliers de personnes. Alors, ce sont des orthodoxes, d'un côté, mais aussi les populations bédouines du Sud, qui refusent toujours le vaccin. Alors, qu'en penses-tu? Est-ce que d'abord, scientifiquement, on est vraiment sûr du pourcentage de population qui garantit cette fameuse immunité collective? Personne ne sait exactement quel est le pourcentage de population nécessaire, et ce n'est pas un chiffre miracle, ça dépend de beaucoup de facteurs, notamment s'agit-il d'une population très concentrée ou très dispersée, et ça dépend aussi du variant. Avec certains variants du virus, l'immunité ne pourra être atteinte qu'à un taux de vaccination très élevé parce qu'ils sont plus transmissibles. C'est le cas, par exemple, pour le variant anglais qui est plus transmissible que le variant standard que nous avons eu en Europe, et c'est le cas pour le variant indien qui est encore plus transmissible que le variant anglais. Et c'est le cas pour le variant sud-africain. Donc, avec ces variants extrêmement contagieux, il faudrait certainement un taux de vaccination, de population vaccinée qui soit plus élevé que le 60% ou 70% voilà. Que l'on dit, donné comme chiffre un peu miracle. Mais c'est général, 70%. Si la population est totalement concentrée, si les contacts sociaux sont très étroits, ça risque, comme je te l'ai dit, d'être plus élevé. Le problème de alors, en Israël, on dit qu'Israël n'est pas loin d'avoir atteint l'immunité collective, je n'en sais rien, mais le fait est qu'à l'heure actuelle, il y a en Israël tous les jours quelque chose comme 4 ou 5 cas de Covid. Oui, pas plus. C'est arrêté, effectivement. Donc ça veut dire que le virus ne circule pratiquement plus. Non plus. Pratiquement plus. Je crois que les religieux se sont beaucoup plus fait vacciner que ce que l'on redoutait, et je pense que même chez les Bédouins ou dans les populations qui étaient réticentes, le taux de vaccination a été beaucoup plus important que ce qu'on pensait. Et c'est de toute façon assez général, parce que il faut aussi se poser la question sur ces gens qui ne voulaient pas se faire vacciner. Je sais pas si tu te rappelles qu'en France, au mois d'octobre 2020, des journaux écrivaient que la moitié des Français ne voulaient pas se faire vacciner. C'était à peu près 50% de la population. Et je pense que ce 50% de la population déjà était faussé, était un chiffre qui ne correspondait pas à la réalité. Je pense que ces gens qui ne voulaient pas se faire vacciner étaient en moyenne beaucoup plus expansifs sur les réseaux sociaux que ceux qui acceptaient de faire comme les autres. Et donc leur volubilité sur les réseaux sociaux faisait, comme toujours d'ailleurs, qu'on leur attribuait une importance. Une surinfluence, oui. Surinfluence.
Surinfluence. Ce phénomène-là, c'est le phénomène que l'on rencontre toujours avec les réseaux sociaux et qui fausse complètement notre appréciation des politiques. Richard, il y a eu... Cela étant, parmi les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, en Israël comme en France, il y avait vraiment plusieurs catégories. Il y avait des gens qui disaient je ne sais pas, j'ai un peu peur, je voudrais attendre un peu, je suis un peu inquiet. Et puis il y a ceux qui disaient on va m'injecter une puce, oui, 5G, tout à fait. Une puce électronique, je n'en veux pas, et puis j'ai ma liberté, et je n'admets pas que l'on touche à mon corps, et de toute façon le vaccin c'est une agression, etc., etc. Entre celui qui très raisonnablement avait quelques inquiétudes et celui qui était prêt quasiment à mourir pour ne pas se faire vacciner, l'écart est considérable. Mais la deuxième catégorie est beaucoup plus rare que la première. Et donc c'est pour ça que l'on voit en France aujourd'hui les gens se précipitent pour se faire vacciner. Absolument. Ce que je voudrais quand même rappeler, je pense que tu t'en souviens, c'est les propos assez lamentables de certains politiques. Alors, par exemple, Mélenchon, qui avait dit... Ah, moi, je me méfie, hein, les vaccins ARN messagers, je me méfie. Alors Mélenchon, entre parenthèses, tout ce qui vient des États-Unis est suspect et dangereux. Par contre, le vaccin russe Sputnik ou le vaccin chinois, pas de problème. Ou alors Dupont-Aignan, alors très patriote, qui dit « Ah ben moi j'attends le vaccin de Pasteur pour me faire vacciner ». Bon, ben, il peut toujours attendre un moment, hein, et on imagine en plus, enfin c'est assez incroyable de voir des gens qui prétendent aux plus hautes fonctions au niveau de l'État avoir des propos tellement irresponsables. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne peux que partager ton opinion. Mélenchon a été l'avocat le plus volubile du vaccin russe et du vaccin chinois, qui sont certainement les deux. Enfin, du vaccin chinois, il y en a plusieurs catégories. Il y a au moins 4 vaccins chinois, mais les vaccins chinois et le vaccin russe, qui sont peut-être des vaccins probablement assez efficaces, moins efficaces que les vaccins ARN, mais assez efficaces. Ce sont des vaccins qui ont été très peu testés avant d'être mis sur le marché. Absolument. Et ils n'ont pas eu du tout l'importance des études qui ont été celles qui ont porté les vaccins ARN comme Pfizer, Moderna ou le vaccin ou AstraZeneca, Johnson, qui ont été des vaccins extrêmement testés. Alors on a ce paradoxe, je me méfie de ces vaccins qui ont été quand même ils ont été produits très très vite, c'est vrai, parce qu'il y a eu énormément d'argent mis sur la table. Et s'il faut reconnaître quelque chose à Trump, c'est que c'est son administration qui a mis des sommes absolument considérables pour que ces vaccins puissent être développés. Et donc on a pu accélérer les procédures, mais les procédures ont été respectées de façon extrêmement drastique. En revanche, les mêmes qui sont très méfiants vis-à-vis de ces vaccins le sont moins, Mélenchon en tout cas, pour des vaccins qui ont été testés de façon extrêmement rapide, superficielle et peut-être approximative. C'est une réflexion à avoir. Quant au vaccin à ARN, lorsque l'on comprend le fonctionnement d'un vaccin à ARN, il faut se donner quelques minutes pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. On comprend très bien que tout ce qui a été dit, ça va modifier mon génome, etc. Tout ça, c'est véritablement des absurdités. L'ARN lui-même, il disparaît très très vite. C'est le message qu'il a donné et qui est utilisé par l'organisme. Et évidemment, tout cela ne va pas modifier notre génome. Mais ce sont des phrases qui ont pris. Ce sont des phrases chocs qui sont répétées continuellement et que l'on voit. Je ne veux pas me faire modifier mon génome, etc., etc. Bon, tout à fait. Là-dessus, il y a peu de choses. Alors,
On va juste revenir un moment à propos de... Une seule chose peut-être, Jean. Je ne comprends pas pourquoi, dans les appels à la vaccination, on a si peu fait état de quasiment la nécessité, pas de la nécessité sociale de la vaccination. Je me vaccine pour me protéger moi-même, mais en me vaccinant, je protège également la collectivité. Et on doit un certain nombre de choses pour préserver notre vie sociale. Et cette réaction d'individus qui disent mais moi j'ai ma liberté, ben moi je dis que c'est à la limite c'est une négligence qui peut causer la mort d'autrui. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour revenir à Israël, donc on avait vu au départ des images magnifiques d'infirmières arabes vaccinant à la chaîne le public juif. Et d'ailleurs, il faut rappeler le pourcentage très élevé de cette minorité dans le corps médical du pays. Bon, malheureusement, on vient de vivre avec le dernier round guerrier avec le Hamas quelques jours de violence inouïe dans le pays, avec des scènes de quasi-pogrom dans une ville mixte comme Lod, mais aussi des scènes lamentables d'Arabes pourchassés et battus par des extrémistes juifs. Alors, pour réagir à cela, les hôpitaux israéliens ont diffusé des images du corps médical avec des personnels juifs et musulmans appelant à la paix civile. En France, cette épidémie a révélé ce qu'on savait déjà, en fait, c'est-à-dire le nombre de juifs dans le corps médical, parmi les professeurs, les experts, mais également beaucoup de musulmans qui, soit réanimateurs, soit médecins urgentistes, sont apparus sur nos écrans. Est-ce que, du point de vue médical, il y a cette qualité de relation, au moins, entre juifs et musulmans en France aussi? Écoute, je crois que je crois qu'il n'y a aucun problème de cette sorte dans le corps médical. Alors, il se peut qu'à tel endroit, tel endroit ou tel autre endroit, il y a des endroits où il y a des médecins antisémites, il y a des endroits où il y a des médecins, des médecins anti-musulmans, il y a des endroits où il y a des médecins racistes, évidemment. Moi, lorsque je pense à ma vie en hôpital, qui remonte déjà à de nombreuses années, c'était entre les années 70, entre les années 70 et 80, pour simplifier, et bien, il y avait déjà à cette époque beaucoup d'internes musulmans. On avait vraiment, moi je ne cachais pas mes positions, ils savaient très bien qui j'étais, et jamais je n'ai eu le début du moindre problème, et je pense qu'avec moi ils n'ont eu jamais le début du moindre problème. Non, et je pense qu'en Israël c'est très caractéristique. Il y a une très forte très forte présence d'Arabes dans le monde médical à des niveaux très élevés. Dans les meilleurs hôpitaux israéliens ont des chefs de service qui sont arabes, et ça ne pose aucun problème à ma connaissance. Et donc, alors, ce qui s'est passé en Israël, qui est effectivement très grave, très surprenant, très grave, et qui malheureusement risque d'être utilisé des deux côtés, et qui risque d'être utilisé par les islamistes, et qui risque d'être utilisé par les extrémistes juifs israéliens, qui les deux ayant intérêt à mettre de l'huile sur le feu. C'est aussi beaucoup un problème de ville, de ville sous-développée. La ville de Lod, par exemple, est une ville où malheureusement le niveau
niveau de disparité sociale, le niveau de chômage, de faibles revenus. C'est une des villes les plus pauvres d'Israël, et c'est une ville aussi où la population arabe est très importante. Et la même chose peut se voir ailleurs. Cela étant, c'est vrai que c'est un problème qui... Alors, on va pas parler de nouveau gouvernement, et comme on le sait, il y a cette fois-ci, pour la première fois, un parti arabe, et un parti arabe qui n'est pas sans lien avec les frères musulmans en plus, mais un parti arabe qui soutient ce nouveau gouvernement. Mais si tu veux bien, Richard, on va pas parler cette fois-ci, j'espère qu'on aura d'autres entretiens ou d'autres interviews, mais cette fois-ci de politique israélienne, j'aimerais vraiment qu'on reste sur l'épidémie. Alors, dans le même article, l'actualité juive que je citais tout à l'heure, tu as listé tout ce qu'on a pu écrire comme bêtises il y a un an. Je reprends ce que tu as écrit. Les spécialistes disaient que les mutations du virus n'étaient pas un problème. On a pensé que les bourses s'effondreraient, que la compétition mortifère entre les pays allait changer, on allait avoir autre chose. On nous parlait beaucoup du monde d'avant et du monde d'après. Plus rien ne serait donc comme avant. Et tu cites le médiéviste Patrick Boucheron à propos de la peste noire au Moyen-Âge. Alors, en quelques mots, que nous révèlent les grandes épidémies passées? Comment, par exemple, l'Europe s'est-elle relevée de la peste noire qui avait quand même tué 30 à 40% de la population? Ce que signalait Patrick Boucheron, qui est vraiment un spécialiste, c'est un historien extrêmement connu à l'heure actuelle, qui s'exprime sur beaucoup de sujets, mais son centre d'expertise, c'est l'Italie au Moyen-Âge, donc à l'époque, notamment au XIVe siècle, quand a eu lieu la peste noire, qui a tué en gros 30% environ, au moins 30% de la population de l'Europe occidentale. Donc quelque chose d'inouï, considérable, incroyable. Et il faisait cette remarque qu'en fin de compte, ça n'avait pas tellement changé le monde d'après. Alors oui, on en voit des traces de cette épidémie en matière de thèmes dans la peinture. On voit c'est là qu'on voit apparaître les premières danses macabres. Un certain nombre de peintres sont morts, un certain nombre de textes écrits par les premiers humanistes, notamment italiens, font référence à cette épidémie, mais en fin de compte, il y a peu de choses. Il y a assez peu de choses, et les mentalités ultérieurement, elles ne sont pas vraiment complètement transformées. Alors que c'est tout de même un bouleversement de toute première ampleur. Absolument. Et donc il y a une capacité de métabolisation qui, à cette époque au moins, était très importante, et je me suis dit que bien sûr qu'on va garder le souvenir de ces 18 mois incroyables, mais fondamentalement, est-ce que ça va changer notre approche à la vie, au monde, à la société? Je n'en suis pas du tout sûr. Tout à fait. Alors, on va finir par notre pays. Bien sûr, nous avons des grandes échéances électorales l'an prochain. On a quand même l'impression que tout est possible, hein, avec un risque de basculement vers l'inconnu. Maintenant, la probabilité de victoire de Marine Le Pen. Et pour faire le lien avec l'épidémie dont on n'est pas encore sorti, et quand on se rappelle du fameux « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron, il nous a quand même permis, au prix d'un endettement colossal, d'amortir le choc économique et social de l'épidémie. Enfin, il y a certaines catégories qui ont été plus affectées que d'autres, hein, les commerçants, les restaurateurs, etc. Au moment des confinements, ils peuvent avoir envie de faire payer le confinement aux sortants politiques. Et puis il y a les jeunes qui ont été très touchés, et on sait que maintenant ils voteront en majorité pour le Rassemblement national. Ça, on l'avait jamais vu.
Et puis il y a un discours qu'on entend et qui peut revenir en boomerang. Alors, finalement, tout ça, c'était pour sauver, pour soigner des vieux, puisqu'on sait que 90% des personnes décédées avaient plus de 60 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que quand même, ça ne t'inquiète pas un peu? Alors, je vais reprendre peut-être ta dernière remarque d'emblée. Tout ça, c'était fait pour sauver les vieux. Moi, je crois là aussi, très franchement, que ce sont des phrases qui ont pu être entendues dans certains milieux de jeunes un peu marginaux ou un peu provocateurs, mais que ça ne correspond pas du tout à l'état d'esprit de la jeunesse. Sinon, ce serait terrible d'ailleurs. Je pense que la plupart des jeunes ont compris que, effectivement, les vieux, et les vieux, c'est leurs parents. Bien sûr, les grands-parents. Leurs parents, leurs grands-parents, qui risquaient de mourir. Et statistiquement, heureusement, la plus grande partie des jeunes n'ont pas envie que leurs parents ou leurs grands-parents meurent. Bien sûr. Et donc, cette idée qu'on est dans une guerre des générations, qu'on a sacrifié les jeunes pour pouvoir soigner des vieux qui allaient de toute façon mourir, je crois que ça, c'est essentiellement une fabrication de journalistes en mal de papier. Alors, en ce qui concerne, cela étant, bien entendu, les conséquences sur la jeunesse de cette épidémie ne sont pas encore bien délimitées. Elles risquent d'être très importantes sur le plan éducatif. On comprend très bien. Il y a eu énormément de modifications, mais dire que ça entraîne la guerre, non, je crois que c'est véritablement absurde. Alors, maintenant, l'effet de cette endémie sur les échéances électorales, c'est très erratique parce que le déconfinement doit beaucoup à l'initiative du président de la République. Un certain nombre de scientifiques étaient très prudents, et certains le sont restés, et auraient préféré que le déconfinement ait lieu plus tard. Ce déconfinement semble actuellement être un véritable succès. Il ne faut pas oublier que des gens continuent de mourir aujourd'hui encore, qu'il y a chaque semaine de plusieurs centaines de morts en France à cause du Covid, mais globalement, depuis le 9, on a un autre état d'esprit. Si jamais personne ne peut prévoir l'avenir, comme c'est très difficile, l'avenir est très difficile à prévoir, comme dit l'autre, si jamais il apparaissait un nouveau variant et qui soit plus qui échappe à nos vaccins, et le temps que l'on refabrique, et on pourra refabriquer un vaccin, on sait qu'on pourra refabriquer un vaccin ARN très rapidement qui pourra permettre de prendre en charge les caractéristiques de ce nouveau variant, mais enfin, ça prendra du temps, et il risque d'y avoir une nouvelle bouffée avec l'automne qui revient. Si jamais cela survient, et ce sera en très grande partie, ce sera en partie la faute à pas de chance, en partie aussi le problème des communications internationales, parce que c'est l'un des très gros problèmes actuellement, tel que je le vois dans cette épidémie, c'est on peut arriver à faire quelque chose à l'intérieur d'un pays, mais nous ne vivons pas à l'écart les uns des autres. Et les communications entre les différents pays qui sont à des niveaux différents de vaccination et à des niveaux avec des types différents de virus,
c'est là où risque de se poser un très gros problème. On voit très bien les gens qui viennent de l'Inde, ce sont eux qui ont transporté le variant indien en Angleterre, d'Angleterre il est venu en France, etc. et ainsi de suite. Et très vite, ces variants qui sont plus résistants un peu plus résistants aux anticorps, finissent par dominer l'ensemble des souches. Et donc, tant que la vaccination n'est pas absolument complète dans une population, plus la vaccination est complète, moins le virus circule. Si la vaccination n'est pas complète et si le pays reste à des points d'ouverture par rapport à l'étranger d'où peuvent provenir de nouveaux variants, les risques existent. Et s'il survenait un autre confinement nécessaire, il aurait probablement des conséquences électorales, sans parler des conséquences humaines et sanitaires, bien sûr. Des conséquences électorales tout à fait importantes. Eh bien, Richard Prasquier, merci beaucoup pour cet entretien, parce que, bien sûr, je pensais intituler cette interview Covid-19 premier bilan. Ben oui, premier bilan en juin 2021, après effectivement 15 mois d'épidémie, mais nous ne savons pas en réalité dans quelle situation nous serons dans 6 mois et a fortiori dans un an, en 2022, au moment des élections. Merci beaucoup, Richard Prasquier, donc pour cette interview. Merci de nous avoir suivis, amis auditeurs. Et je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir, Jean. Jean Corcos pour Voix plurielle.